Cette table ronde va donc poser cette question simple et pour autant très exigeante. Comment faire pour rénover notre bâti, rénover notre parc? Comment faire pour construire le neuf en étant capable d'encaisser le climat de demain et de réduire notre impact? Et alors pour en parler, nous avons une table ronde de rêve, car nous avons tous les acteurs réunis, qu'il s'agisse du privé ou du public. Nous avons Franck Boutet qui va nous rejoindre, qui est fondateur et président de l'atelier Franck Boutet, créé en 2004, référence en matière de conception et d'ingénierie environnementale. Ouais, bien. Grand Prix de l'urbanisme 2022, qui intervient à toutes les échelles, du matériel à la planification territoriale. Nous avons Olivia Conil-Lacoste, directrice RSE de Bouygues Immobilier. Alors Bouygues, nous connaissons tous, nous le connaissons en tant que promoteur du neuf, mais nous aurons aujourd'hui l'occasion d'échanger également sur ses acteurs, sur ses actions de réhabilitation du bâti, et notamment dans des réhabilitations urbaines qui sont parfois lourdes. Va nous rejoindre également Éric Pellerin, directeur général France de Mitsubishi Electric Europe. Éric pourra nous parler des produits et des services de Mitsubishi qui sont utilisés à tous les niveaux du bâti et de la planification urbaine. Et last but not least, nous avons Raphaël Rueger, cofondateur de la Fédération française des trucs qui marchent. Initiative qui l'a amené à réaliser un tour de France, un tour de toutes les communes, et d'identifier tous les projets simples, efficaces et duplicables. Raphaël est également un jeune élu de Neuvy-sur-Barangeon. Si vous n'avez pas le situé encore sur une carte, c'est entre Orléans et Bourges. C'est ça, Raphaël? Ouais. Super. Alors, pour commencer notre table ronde, et de façon un peu succincte, on a voulu vous rappeler à tous le cadre dans lequel évalue la planification urbaine. Et Franck, si tu le veux bien, tu vas relever un défi qui est celui de nous rappeler notre cadre de jeu, c'est-à-dire quelles étaient les grandes caractéristiques de l'aménagement par le passé. On va prendre de façon un peu arbitraire de 1950 à 2000, c'est-à-dire avant que la conscience écologique ne prenne une véritable dimension et ne dicte aussi sa loi dans l'aménagement urbain. De quoi on a hérité? Jusqu'à quelle date? Moi, je l'ai situé dans les années 2000, mais je te laisse choisir. Donc, question super facile. Du coup, résumé 50 ans ou un peu plus d'aménagement en... C'est ton défi, en quelques minutes. En 2 ou 3 minutes. Alors, pas facile. On va choisir quelques grands traits. Si on parle de l'après-guerre, donc on va dire 45 jusqu'au début des années 2000, on dit début des années 2000 parce que c'est vraiment l'atterrissage des questions environnementales, des questions de durabilité, le fameux développement durable, donc qui arrive tout début des années 2000 dans les projets urbains, la planification, l'aménagement, etc. Donc il se passe quoi en gros après 45? Bon, vous savez tous quand même, la guerre. Donc on ne peut pas d'ailleurs dire juste de 45 à 2000, en fait ça se découpe, et on ne peut même pas dire d'ailleurs 30 glorieuses, parce que vous connaissez tous les 30 glorieuses, de 45 à 75. Mais en fait, même à l'intérieur des 30 glorieuses, ça se discrétise encore. Et la période, elle est peut-être de l'ordre de la quinzaine d'années, enfin 10-15 ans plutôt. Et il se passe quoi? Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a un besoin de reconstruction absolument massif. On n'a jamais construit autant de logements que juste de 45 à 60. Donc là, on est vraiment sur une période de 15 ans. On construit massivement. Et d'ailleurs, par rapport à des thématiques, ou des problématiques, des enjeux qui reviennent aujourd'hui, par exemple, sur la question de la préfabrication de la construction hors site, il faut savoir que ça date surtout d'après 45. Pour aller très vite, pour répondre à ce besoin de logement, construire un nombre de logements mais phénoménal en très peu d'années, qu'est-ce qu'on fait? On préfabrique énormément. Donc le hors-site, ce qu'on appelle aujourd'hui le hors-site, trouve déjà son origine en 1945 avec tous les process de préfabrication. Vous connaissez aussi, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme du chemin de grue, c'est-à-dire qu'en fait on dessine les projets urbains par rapport aux rayons de giration de la grue, donc ça vaut ce que ça vaut évidemment. Ça ne parle pas encore beaucoup d'adaptation, de biodiversité, de nature en ville, etc. C'est vraiment la
problématique très fonctionnaliste de une grue, ça se déplace, le mieux c'est qu'elle aille tout droit, le problème c'est qu'on ne peut pas faire des bâtiments qui font 600 km de long, donc à un moment il faut bien que ça tourne, et du coup il y a un rayon de giration qui est assez important, et donc les projets urbains, les plans masses comme on dit, sont dessinés réellement par rapport au rayon de giration de la grue. Bon, avec évidemment les problèmes qu'on a connus sur cette urbanisation massive, rapide, mais quand même il faut le souligner, peut-être on ne pouvait pas faire grand-chose de mieux pour répondre à ce besoin hallucinant de construction de logements neufs, parce qu'il y avait plus d'endroits pour se loger. Les gens étaient dehors, ils étaient à la rue, donc il fallait vraiment répondre à cet impératif. Donc ça dure jusqu'en 60. Il y a un autre phénomène, alors qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on urbanise, on artificialise. Ce terme d'artificialisation, de zéro artificialisation nette, de préservation des terres fertiles, ça n'existe pas. À ce moment-là, la terre n'est pas une ressource à préserver, la terre est un foncier sur lequel on vient urbaniser, et donc tout ce qui est disponible en termes de foncier urbanisable, on l'urbanise, et on urbanise autour de là où il se passe des phénomènes de concentration urbaine, donc autour des grandes villes. Parce qu'il y a aussi un phénomène très important qui se passe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui avait démarré avant, de manière plutôt tendancielle et relativement lente, qui est en gros l'exode rural, parce qu'il faut en parler, c'est relativement récent quand même. Et alors, la France est devenue majoritairement urbaine en 1936, c'est-à-dire majoritairement, ça veut dire 53% des Français habitent en ville en 1936, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça s'accélère grandement, et la France se retrouve dans les années 70-80 à 70-75% urbaine, donc il y a un phénomène aussi extrêmement massif. Donc urbanisation, allez, on va très vite, et autre phénomène très important, la voiture. Parce qu'on a parlé en fait des émissions du secteur du bâtiment, et d'ailleurs on dit toujours le secteur du bâtiment est le premier responsable des émissions carbone. C'est faux. C'est faux. Le premier poste d'émissions carbone, c'est la mobilité. Et donc il se passe quoi après la Seconde Guerre mondiale? Donc ça c'est un autre phénomène évidemment très important, c'est la motorisation. C'est l'avènement de l'automobile. Et d'ailleurs, juste après la Seconde Guerre, la voiture individuelle particulière est rarissime. On ne possède pas sa voiture. Qu'est-ce qui se passe là, du coup, en 1980? Par contre, la France devient motorisée à plus de 70%. Et en 2018, la France est motorisée à 84%, avec même 34% de possesseurs qui possèdent 2 voitures. Et en fait, cette question, donc l'avènement de l'automobile, évidemment, c'est hyper intéressant du point de vue évidemment de l'économie, mais il se passe quoi? Ça veut dire que quelque part, le foncier, la terre n'est pas une ressource à préserver, le foncier est une opportunité sur laquelle on peut bâtir, la voiture permet tous les déplacements, et donc en fait on organise la ville par rapport à la logique de la voiture, la logique automobile devient vraiment le vecteur de l'organisation des territoires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la proximité, la distance, toutes les valeurs sur lesquelles on est revenu après, c'est-à-dire la question de la compacité, la question des transports en commun, d'une densité énergétique et d'une densité humaine suffisante de manière à pouvoir permettre le développement des transports en commun, évidemment, qui sont à peu près les seuls décarbonés. En fait, tout ça, on n'en parle pas, et on se dit, comme il est extrêmement facile de se déplacer, on peut habiter potentiellement n'importe où sur le territoire pour aller n'importe où, et donc il y a toutes ces logiques finalement d'étalement, de dispersion, de consommation du sol, et qui arrivent jusque, en gros, début des années 2000, et je finis rapidement, en parallèle, mais ça ne touche pas encore l'urbanisation, en parallèle, évidemment, il y a à l'échelle internationale les préoccupations sur la durabilité qui émergent. Vous savez, tout ça remonte en 1968, le rapport du Club de Rome qui dit stop, on ne peut pas continuer à croître de cette façon-là, l'épuisement des ressources va arriver. C'est débattu en 1972 à la première conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui ne s'appelle pas développement durable encore, sur l'environnement, donc 72 à Stockholm. Il y a le rapport Brundtland en 1987, débattu au sommet de la Terre, qui est le grand sommet qui annonce le basculement sur les enjeux environnementaux et de durabilité, donc débattu en 1992 au sommet de la Terre, et ça met un certain temps à arriver donc, dans les problématiques de planification urbaine, etc. Franck, merci. Alors le challenge a été relevé, mais en accélérant, donc prends-toi à boire, s'il te plaît, parce que tu vas t'épuiser. Vous avez eu un cours d'urbanisme en 5 minutes, merci beaucoup. Donc on le voit, on a construit beaucoup et pas cher, et on a construit une ville autour de la voiture.
on a en même temps ces émergences d'une pensée écologique qui arrivent, qui vont venir se confronter à cette réalité du bâti qui est notre historique. Qu'est-ce que ça veut dire derrière, dans les différentes étapes? Et je te remets un nouveau challenge parce que tu vas aussi le faire en encore moins de temps, en 2 minutes, pour qu'on arrive sur le fond de notre table ronde qui est l'adaptation du bâti et la construction du neuf. Mais avant ça, je veux bien que tu nous redises, une fois que ces préoccupations écologiques sont là, comment est-ce qu'elles ont été prises? Parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas tout pris d'un coup. Aujourd'hui, je te repasse le micro tout de suite, mais aujourd'hui, on parle d'adaptation et atténuation. Et quand on parle d'atténuation, on parle à la fois de réduction de nos émissions carbone et aussi de réduction de notre consommation énergétique. Mais on n'a pas eu l'ensemble de ces préoccupations d'un coup. Comment est-ce que c'est venu? Alors, bon, vraiment, les questions à chaque fois, normalement, il faut faire des confs d'1h30 pour pouvoir répondre à ça. Mais alors, donc, encore. Donc, j'ai dit, en parallèle, il y a ces grandes préoccupations environnementales, développement durable, donc ça émerge depuis 68, et ça arrive vraiment, en effet, tout début des années 2000, on va dire, c'est l'atterrissage des questions environnementales et de durabilité dans l'aménagement, la planification, la construction, etc. Donc tout début des années 2000, ça veut dire qu'en fait la préoccupation environnementale, écologique, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la transition écologique ou la durabilité, c'est relativement récent, c'est en gros 25 ans d'ancienneté. Donc début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au début ? Le développement durable donc, est débattu en 92 à Rio. En fait, c'est une approche très globale, très holistique, très multicritère, très systémique, avec plein de gros mots là comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on sait faire ce qu'il y a de plus simple à faire quelque part. On touche essentiellement aux constructions neuves. Ça, c'est un gros problème. Et du coup, Monsieur le ministre a parlé là de l'importance de la rénovation et il va falloir y revenir. Mais en fait, dans un premier temps, on ne s'intéresse qu'au neuf. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la construction neuve basse énergie, puis bas carbone, etc. Et on s'intéresse pas malheureusement à l'ensemble des dimensions de la durabilité, on s'intéresse essentiellement à l'énergie. Et on va dire que sur ces 25 ans, de 2000 jusqu'à 2017, 2018, en gros, c'est très énergie-centré, la question de la durabilité, très énergie-centré, et sur quelque chose qui est assez limité, qui est la construction neuve. Je vous donne rapidement des chiffres, mais parce que, il faut les avoir en tête, et après, je vous promets, je ne parle plus. Du coup, les chiffres, en gros, la construction neuve, en France, parce qu'on est dans un héritage urbain ancien et avec une démographie qui est extrêmement faible, la construction neuve, ça représente moins de 1% par an de renouvellement de la ville existante. En gros, en termes de logements, on construisait 350 logements, il y avait 35 millions de logements existants, donc c'est vraiment du 1%. Donc quand on s'intéresse au neuf et à l'énergie, on ne s'intéresse pas à grand-chose parce qu'en fait on ne touche que moins de 1% par an et donc il faudrait attendre un siècle en fait, pour changer les choses. Et comme en plus la construction neuve est plutôt performante parce qu'elle est encadrée par des réglementations thermiques quand même très ambitieuses, il faut se le dire aussi en France, par rapport à la construction, aux bâtiments existants qui eux sont beaucoup plus énergivores, quelque part oui, pendant plus de 15 ans, on a fait un peu de l'optimisation d'un gisement marginal en travaillant essentiellement sur une dimension, l'énergie, sur un tout petit périmètre qui est le neuf. Émerge, on va dire, aux alentours de 2017-2018, la préoccupation carbone, enfin, et la préoccupation carbone, elle fait émerger quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on prend conscience, le carbone, en gros, c'est comme les amortissements dans une entreprise, les immobilisations. À un moment, pour construire, pour aménager, on a un pic carbone important, et ensuite, on considère qu'il est amorti dans le temps. Et donc, la préoccupation carbone fait tout d'un coup se réintéresser à ce qui existe déjà, en se disant finalement, si on intervient sur quelque chose qui existe déjà, c'est comme les immobilisations d'entreprise, je vous dis, en fait c'est comme si on intervenait sur du carbone déjà amorti. Et on considère la durée de vie du carbone sur 50 ans, donc si je travaille sur un bâtiment qui a plus de 50 ans d'existence, quelque part, je travaille sur un actif dont le carbone a déjà été amorti, on va dire la dette carbone est effacée. Donc en fait tout d'un coup il y a un recentrement sur la problématique de la rénovation, et si on cumule, et après je vais m'arrêter là, si on cumule le fameux moins de 1% par an sur les prochaines années, en fait aujourd'hui la petite métrique qu'il faut avoir en tête, c'est en gros 80% des bâtiments, mais on pourrait généraliser bâtiments, infrastructures, espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui. Donc oui, en effet, il faut faire avec ce qui existe déjà aujourd'hui. Et pour faire le lien avec la question de l'adaptation,
La question qu'il faut se poser une fois qu'on se dit il faut travailler à partir de ce qui existe parce que c'est notre héritage et en fait la ville de demain c'est pas la table rase de ce qui existe aujourd'hui pour refaire une cité idéale, c'est transformer, adapter, réparer, c'est des termes assez positif en fait, de transformation, on va dire positive, de réparation, presque de soins, ce qui existe déjà aujourd'hui. Et donc, si on se dit, mais finalement, qu'est-ce que dans ce qui existe aujourd'hui et qui existera pour 80% en 2050 est adapté vraiment aux conditions de 2050 ? Et la réponse est quasi rien. Donc ça dit à quel point les enjeux d'adaptation sont devenus les enjeux absolument prioritaires et le point de basculement sur l'émergence de la sensibilité, de la pensée de l'adaptation, c'est vraiment la crise. D'abord la crise sanitaire qui prépare finalement les établissements humains tels qu'ils ont été conçus jusqu'à aujourd'hui ne nous donne pas la capacité d'encaisser des situations non standards, des aléas, des risques. Et puis ensuite arrive l'été 2022 qui est l'été vraiment, on va dire, de l'émergence des effets écologiques systémiques avec les épisodes caniculaires répétés, l'appauvrissement, le stress hydrique, l'appauvrissement des forêts, les méga-feux, la chute drastique des rendements agricoles. C'est évidemment pas écologique, mais le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a comme impact l'augmentation phénoménale du coût de l'énergie. En fait, tout ça, c'est des phénomènes où on se dit, finalement, c'est une forme, parce que évidemment les médias disent beaucoup ça, c'est une forme de préfiguration du monde de demain. Et en fait, la conscience, c'est le monde tel qu'on l'a pensé aujourd'hui, qui était sur quelque chose de relativement stable. Le climat, on n'avait pas l'idée que le climat allait changer en permanence. Le climat est quelque chose de stable sur lequel à partir duquel on travaille. Mais là, non, on se dit finalement, le monde de demain est déjà là, quelque part, d'une certaine façon. Il y a une forme d'incursion du futur dans le présent. Et il faut donc aujourd'hui adapter ce qui existe déjà aux conditions de demain. Et je pense que je vais m'arrêter de parler. Merci. Franck, merci infiniment. Maintenant, on a compris, le panorama est dressé. On comprend surtout pourquoi est-ce qu'on va commencer cette table ronde en parlant d'adaptation du parc. Je vais vous passer le micro à tous les deux, à Monsieur le Ministre et Raphaël, pour nous parler, pour Raphaël, de ce que vous avez vu sur le terrain et pour Monsieur le Ministre, de ce qui, du coup, est possible en termes de politique publique pour travailler ce parc existant. À la limite, je rebondirai là-dessus après, mais je voudrais d'abord remercier pour ce cours qui éclaire énormément les choses. Ça va faire du bien d'avoir beaucoup de positivité après ça. Je voulais vraiment juste rebondir sur un des derniers éléments que vous avez dit sur la guerre en Ukraine qui n'est pas un enjeu écologique. Moi, je crois qu'au contraire, c'est extrêmement écologique parce qu'en réalité, c'est une guerre de ressources. C'est une guerre qui a des prétextes politiques et géopolitiques. Mais si Donald Trump veut le Groenland, s'il veut mettre la main sur le Venezuela, qui est le plus grand détenteur de ressources pétrolières, de minerais rares, d'or, etc., au fond, c'est une guerre des ressources. Et la ressource, c'est la préservation du bien commun planétaire, c'est notre capacité à générer de l'économie circulaire. Donc, à la fois, vous avez raison quand vous l'avez dit, mais je pense que vous avez parfaitement expliqué les choses et synthétisé, mais je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir, notamment quand on parle de production de logements. Le béton neuf, c'est extrêmement négatif en termes de bilan carbone. On peut faire du béton recyclé par exemple, on peut de plus en plus faire du béton qui intègre des matériaux naturels. On voit que quand on recycle les éléments, on peut changer un peu la donne. Voilà, je voulais surtout rebondir là-dessus, et s'il y a besoin, je reviendrai sur les politiques publiques, pas de souci. Et on reviendra d'ailleurs sur l'impact du béton et puisque c'est à peu près 60% du bilan carbone d'un bâtiment. Donc on est vraiment sur un enjeu essentiel. Et Olivia, si tu veux bien, je te passerai la parole là-dessus. Mais pour commencer, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu qui fonctionne, donc de simple et de reproductible, qui permettait d'adapter notre parc existant aux enjeux écologiques de demain ? Alors déjà, depuis 4 ans, on sillonne les routes de France, on a fait plus de 400 communes, on a identifié 70 trucs qui marchent, qui sont des initiatives locales portées par les communes, qui ont fait leurs preuves et qui ont le formidable potentiel d'être duplicables ailleurs en France. D'ailleurs, bien souvent, sans faire appel à une évolution législative ou sans faire appel trop largement à de l'argent public au niveau de l'État, c'est simplement du pragmatisme des communes. Je vais vous donner
quelques exemples, peut-être 4, sur 4 thématiques un petit peu différentes. La première, c'est l'une des premières rencontres que j'ai eu la chance de faire, c'était à Épinay-sur-Seine avec Eugénie, qui est adjointe dans cette belle commune du 93, qui me donne rendez-vous sur la station La Cépède. Donc j'ai pris le T8, j'arrive et je me retrouve dans le décor de banlieue 13, avec un urbanisme de dalle, avec des coursives, où on rentrait bien souvent par les premiers étages dans les bâtiments, où la voiture était au rez-de-chaussée, et où il y a quelque chose de formidable qui s'est passé, c'est la rénovation urbaine, avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a investi des millions d'euros pour rénover des quartiers, et notamment celui autour de la place René Clair. Néanmoins, il y avait toujours un petit problème d'adaptation au changement climatique. L'été, malgré tous les efforts de rénovation thermique, il faisait extrêmement chaud dans les bâtiments. Le seul refuge climatique, c'était le Auchan climatisé. Et donc les enfants, qui bien souvent n'avaient pas d'ailleurs le plaisir de pouvoir partir en vacances, étaient contraints de faire des bêtises et de faire du street pooling, c'est-à-dire de désamorcer les bornes incendie pour faire des geysers, et c'est extrêmement dangereux et très coûteux pour la collectivité. La collectivité, avec une agence de paysagistes, a imaginé une fontaine sèche. Alors oui, le nom est paradoxal, mais c'est une fontaine où on peut couper les jets et faire un concert par-dessus ou un marché, mais avec une vingtaine de jets, avec des hauteurs différentes. Et ils se sont rendus compte que dans les pics de chaleur, il y avait parfois jusqu'à 200 ou 300 enfants qui venaient installer leurs petites serviettes, jouer calmement avec les parents tout autour, dans les espaces publics situés juste à côté de la médiathèque. La médiathèque faisait des animations hors les murs. Et finalement, pour celles et ceux qui parfois n'ont plus rien en commun, eh bien les espaces publics sont le dernier endroit où on peut réussir encore à faire société dans de belles conditions. Ça, c'est pour les espaces publics. Pour le logement, bon, moi je viens pas du monde urbain, je viens d'un village qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon, 1150 habitants dans le département du Cher. On a bien conscience que notre village développé le long des départementales en étoile n'est plus un modèle vertueux quand notre bourg se vide de ses commerces et de ses habitants. Il y a un exemple, c'est Levroux. Levroux, c'est 2500 habitants dans le département de l'Indre, qui était une belle cité médiévale 12e, 13e siècle, qui avait fait ses grandes heures avec les tanneurs-mégisseurs et qui a connu le déclin et qui avait un ennemi, le crépi qui vieillit mal. Autrement dit, énormément de bâtiments qui s'étaient enlaidis. On avait finalement recouvert les belles bâtisses de pierre et de briques avec du vilain crépi. Et un maire, Alexis Rousseau-Joannet, a eu l'idée déjà de rénover les bâtiments municipaux. Mais c'est très limité. Et la limite de l'exercice de l'action publique, c'est que bien souvent, on a besoin aussi de relais des particuliers, des acteurs privés. Et donc, il a imaginé une subvention, un plan façade, en fait, pour inciter les propriétaires privés à effectuer des rénovations de leur façade, de leur toiture, de leur menuiserie. Et chaque année, c'est une enveloppe budgétaire de 30 000 euros qui est dispatchée pour des porteurs de projets, 40% du montant total de la facture, plafonné à 8 000 euros, soit 3 200 euros d'aide maximum. Et chaque année, il y a eu 10 façades rénovées, puis 10, puis 10, puis 10, puis 10, soit à la fin du mandat 60 façades. Dans un bourg de 2500 habitants, ça change tout. Le prix de l'immobilier est reparti à la hausse, ce qui est bon signe de la vitalité du territoire. Il y a eu une vingtaine d'inaugurations de commerces et c'est un cercle vertueux qui s'enclenche à partir de l'existant. Franck parlait des mobilités qui sont le premier facteur d'émissions carbone, peut-être devant même le bâtiment. Bon, à Paris, c'est à la limite facile. On peut prendre un Vélib, c'est très simple. Mais ce qui pose question, c'est dans les territoires qui sont plus ruraux, notamment dans les villes moyennes, qui sont des cœurs où aujourd'hui on a besoin d'aller pour se soigner, pour aller dans les commerces, pour avoir accès à des loisirs. Je vais vous parler d'Épinal dans les Vosges. S'il y a bien un endroit en France où on se dit que ça va être difficile de faire passer tout le monde au vélo, c'est Épinal. Les Vosges, ça caille l'hiver, ça grimpe en plus. Même Sylvain Chavanel calait tous les ans au Tour de France dans les Vosges. Bon, et bien pourtant, les Vosges, Épinal, agglomération de 110 000 habitants, c'est le territoire le plus cyclable d'Europe. Devant Madrid, Copenhague, Paris. Pourquoi ? En 2021, ils ont lancé des locations de vélos assistance électrique longue durée. En quelques semaines, ça y est, ils avaient distribué les 200 et quelques vélos qui étaient mis sur le marché. Ils se sont dit, il faut aller plus loin. Pourquoi pas lancer un système de vélos électriques à Épinal, pas à Paris, à Épinal. Ils ont commencé avec 150 vélos électriques sur 20 stations. Et puis rapidement, ils ont vu qu'il y avait un succès énorme. Chaque vélo électrique étant utilisé 4 à 5 fois par jour pour des distances de 4 à 5 km en moyenne. Aujourd'hui, ce sont 800 vélos
à disposition sur 150 stations distribuées sur plus de 30 communes sur le territoire. C'est-à-dire qu'on est à Taon-les-Vosges, à 11 bornes, on enfourche son vélo, on va travailler ou faire ses courses à Épinal. Et là où l'existant a son importance, c'est qu'une piste cyclable, ça coûte cher. Ils n'en avaient pas les moyens. Et ils se sont dit, mais on a un truc extraordinaire quand même à Épinal. On a des chemins de forêt, on a des routes communales qui sont plus empruntées par personne. C'est à partir de cet existant qu'on va reconnecter notre territoire, qu'on va recréer des artères qui vont irriguer le cœur qu'est Épinal. Et aujourd'hui, il y a à peu près 25% des habitants qui utilisent les vélos au quotidien pour leurs déplacements. Et ça coûte pas un centime de plus, même moins cher que les bus. Raphaël, merci beaucoup pour toutes ces illustrations qui sont si parlantes et qui nous montrent que la commune, à son échelon, a beaucoup de choses dans les mains. Monsieur le ministre, si vous voulez nous rajouter quelques exemples de ce qui peut être fait au niveau départemental, régional ou national pour pouvoir accompagner ces politiques. Il y a plein de choses de bon sens et on voit que ce qui est une très bonne nouvelle, la transition écologique, elle a plus vraiment de couleur politique et que des maires partout, qui n'aient pas d'étiquette qu'ils en aient, sont en train de se saisir du sujet. J'ai beaucoup parlé de la région Île-de-France tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a le vice-président en charge des questions environnementales, Yann Verling, qui est ici au premier rang. On pourrait vous parler justement de ces vélos en location longue durée qu'on a mis en place. Pour ce qui est de la politique gouvernementale, on a parlé de ma prime Rédov. On a parlé aussi, enfin j'en ai pas parlé, mais on a aussi la prime Adapt. Ça a l'air de rien, mais quand on permet à des gens, soit parce qu'ils ont un handicap, soit il y a une perte d'autonomie avec le grand âge, de rester chez eux, de pouvoir adapter leur logement, on permet aussi de continuer à irriguer des centres-bourgs. On évite d'avoir des zones urbaines qui se surdensifient avec des embouteillages, des bouchons, etc. Donc c'est plutôt aussi des choses qui vont dans le bon sens. La rénovation urbaine dépend du ministère du Logement et de la Ville. Et donc vous avez cité l'Agence nationale de rénovation urbaine qui effectivement, dans sa première version, a cassé des barres pour reconstruire du logement adapté et souvent recréer de la mixité fonctionnelle. C'est un bilan extraordinaire, ce sont des milliards qui sont investis, mais au tout début, l'enjeu écologique était déjà présent, parce que c'est Jean-Louis Borloo qui est à l'initiative, donc il avait déjà ce souci, mais ce n'était pas le cœur des dispositifs. Aujourd'hui, vous avez même au sein de cette agence un volet complet sur l'agriculture urbaine, sur la lutte contre les îlots de chaleur, sur donc, les pouvoirs publics qui ont pleinement pris en compte ces enjeux et ces dispositifs. Et puis, il faut qu'on continue à y travailler plus globalement. Et ça passe aussi par une politique d'aménagement du territoire. Vous le savez, on a imposé la loi ZAN, qui fait débat, faut être très clair, qui probablement mériterait d'être assouplie dans une logique de mutualisation départementale. C'est ce que poussent les sénateurs dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi Trace, pour pas tout geler, tout figer. Mais d'un autre côté, au fond, on a le sentiment qu'il y a maintenant un consensus sur la frugalité foncière, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de fait, il faut qu'on aille plus loin. Moi, je travaille également à un texte de loi sur lequel je voudrais pousser la réhabilitation de l'ancien ou la transformation de bureaux en logement. Ça fait partie aussi de la transformation de la ville. Et pour ça, probablement, il faut qu'on crée un nouveau statut du bâtiment, ce que j'appelle le reconditionné. En fait, ça rentre dans nos mœurs d'avoir des téléphones reconditionnés, des ordinateurs reconditionnés. C'est pas encore l'idée qu'on pourrait avoir sur le logement, mais parce que quand vous voulez transformer des bureaux en logement, il y a quand même une équation économique. Ça coûte très cher, et notamment parce que on n'est pas uniquement dans je transforme les mètres carrés où vont habiter les futurs occupants, mais je dois aussi transformer les places de parking, parce que la réglementation bureau, c'est pas la même que la réglementation logement. Les escaliers, dans le droit du travail et dans le droit de l'habitation, c'est pas la même taille des marches. Bon, aujourd'hui, vous voulez transformer des bureaux en logement, il faut changer la taille des marches des escaliers, il faut changer les places des places de parking. Moi, je pense qu'au demain, on peut, pour accélérer le mouvement, avoir des logements qui soient au top en termes de confort, de sécurité, confort thermique notamment. Mais si la place de parking est un tout petit peu plus petite, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va essayer d'y garer quelques vélos. Et puis, si les marches d'escalier fonctionnent pas. Donc, ça permettrait d'accélérer les choses. Voilà, pour quelques exemples, on pourrait vous en parler plus longtemps. Merci beaucoup. Et je resterai surtout sur ce que vous venez de mentionner, à savoir, ça concerne toutes les couleurs politiques et tous les échelons de la politique. On va passer maintenant à tous les acteurs terrain. Qui réalise cette réhabilitation de la ville. Je vais peut-être commencer par toi, Eric, si tu le veux bien. En termes de solutions chez Mitsubishi, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire et avec quoi tu arrives ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est clair aujourd'hui qu'une ville, et les acteurs de cette table ronde sont mieux placés que moi pour en parler. Une ville, c'est pas une accumulation de technologies. Une ville, c'est un système global, c'est une vision, avant tout. Mais aujourd'hui, comme l'a très bien rappelé Franck tout à l'heure, il y a quand même dans ce grand dispositif un mot qui s'est imposé, c'est la décarbonation. La décarbonation, ça passe par une façon de construire des matériaux, une façon d'isoler les bâtiments, une façon d'orienter les bâtiments. Mais au cœur de ce dispositif, il y a quand même le chauffage, puisque... alors j'ai vu que le vice-président de l'AFPAC était parmi nous, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Bonjour Monsieur le Président. Mais il est clair que le chauffage, c'est l'élément clé dans le bilan carbone du bâtiment. Donc si on veut décarboner et vivre de façon très concrète cette transition écologique, il faut travailler sur le chauffage. Travailler sur le chauffage, aujourd'hui il y a un mot qui est devenu un mot générique, c'est la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, que ce soit pour du collectif ou pour de l'individuel ou de l'individuel collectif, c'est la solution qui est décarbonée, qui est efficace, qui apporte du confort thermique et aussi de la souveraineté. On en a parlé tout à l'heure avec les conflits géopolitiques. La France a fait le choix d'avoir de l'électricité en France et de l'électricité décarbonée. Ces systèmes de chauffage permettent donc de réduire cette empreinte carbone. Une pompe à chaleur, c'est moins 70% par rapport à du fuel, moins 50% par rapport à du gaz. Et aujourd'hui, c'est un système qui s'impose dans la construction, qu'il s'agisse du neuf, mais point très intéressant qui a bien été mis en avant, qu'il s'agisse de rénovation. Et aujourd'hui, chez Mitsubishi Electric, c'est la raison d'être. La décarbonation de la société, c'est la raison d'être de mon entreprise, mais il est clair que c'est la solution qui peut s'imposer pour construire des villes plus durables. Alors, ce n'est pas la seule solution, comme je l'ai dit auparavant, bien sûr. On peut faire du free cooling, on peut travailler sur les matériaux, on peut travailler sur le type de construction, sur la façon dont c'est construit, mais il est clair que la problématique de chauffage décarboné ne pourra pas passer autrement que par là. Merci beaucoup Eric. Et là, je trouve qu'à nouveau, on voit la complémentarité de ce panel. On a eu des illustrations très claires avec Raphaël, très parlantes de ce que la commune peut faire. Tu viens nous rajouter au niveau du bâti, du logement existant, un changement simple qui est accessible à tous les immeubles, et en particulier aux immeubles datant des années 60 et 70, avec le contexte que tu nous as resitué. On peut passer des chaudières à fuel, les deux, aux pompes à chaleur, et avec un impact très fort. Olivia, je te passe la main pour que tu nous parles des réhabilitations urbaines. Alors, je sais que le terme ne te va pas, c'est plutôt requalification urbaine, pardon. Quand vous intervenez sur des friches industrielles, quelles sont vos méthodes et à quoi vous arrivez pour pouvoir permettre une revitalisation écologique du site ? Oui, alors peut-être déjà pour se présenter, donc moi je suis chez Bouygues Immobilier. On a connu cette époque glorieuse puisque ça fait 70 ans qu'on existe sur le territoire français. Et aujourd'hui, quelque part, on doit continuer à reloger, aider les collectivités à loger les gens. Et on sait que le marché est quand même atone. Et je remercie Monsieur le Ministre parce que le dispositif qu'il propose permettra peut-être une relance à travers l'investissement locatif. Donc continuer à relancer les gens tout en arrivant à travailler à une économie de matière, et ça c'est la décarbonation, et une économie de territoire. Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'arrivera pas, il faut qu'on aide les collectivités et rester partenaires pour qu'il y ait une équation qui fonctionne, c'est-à-dire loger leurs administrés tout en adaptant leur territoire au dérèglement climatique. Alors comme l'a dit Franck, on a beaucoup travaillé sur la décarbonation depuis quelques années, d'abord d'ailleurs sur la partie énergétique, en utilisant beaucoup plus fréquemment qu'avant la pompe à chaleur. Là le challenge qui nous reste, peut-être pour passer de la RE 2025, on a une réglementation très forte en France, à la RE 2028, c'est peut-être les matériaux de construction, travailler le réemploi, les bétons bas carbone, le bois, etc., avoir des panels de solutions.
Et puis, il faut qu'on s'attaque aussi, c'est là où il faut qu'on travaille, puisque moi je suis un promoteur, je fais quand même du neuf, sur la ville existante. La ville existante aujourd'hui, c'est le CEREMA qui répertorie 11 000 friches en France, 90 000 hectares rien que sur les friches industrielles, et on sait qu'il y a aussi beaucoup de zones logistiques, donc il y a finalement un territoire à transformer, c'est ça dont vous parliez, et ce territoire, on va essayer de le transformer en réintégrant de la nature. C'est extrêmement important parce qu'on sait que les solutions fondées sur la nature sont des solutions de rafraîchissement. Et au-delà de la décarbonation aujourd'hui, on a vraiment cette question des îlots de chaleur urbains. Vous en parliez tout à l'heure. L'imperméabilisation des sols sans intégration de nature, c'est pas possible. Et puis travailler aussi le sujet de l'eau. Alors moi aussi, j'ai envie de continuer à vous faire un petit tour de France. Et donc je vais vous emmener à Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, un parking de 700 places. Aujourd'hui, qui devient, avec l'aide d'un grand architecte, Jean-Michel Wilmotte, un écoquartier avec 1000 logements, mais également beaucoup plus de nature. 5300 mètres carrés, par exemple, de toiture végétalisée, une renaturation de la Cagne, c'est-à-dire qu'il y avait un cours d'eau qui était enfoui, on ne le voyait même plus. On le renature, on renature les bords de Cagne, et puis on va rétrocéder à la ville un parc. Et donc, ça, typiquement, c'est un exemple de ce qu'est la ville de demain, c'est-à-dire c'est une ville qui s'inscrit dans un territoire déjà imperméabilisé, mais qui va rapporter de la nature. Ce quartier, par exemple, il est labellisé Biodiversity Ready. Moi, je suis aussi présidente d'une association qui essaye de faire converger la biodiversité et l'immobilier. Et on se rend compte qu'avec des méthodes, des référentiels, des compétences, on arrive à travailler ce sujet du vivant, qui est quand même pas le sujet du promoteur au départ. On est des ingénieurs, on est habitué à livrer des bâtiments finis, qui fonctionnent directement en appuyant sur un bouton. Non, là, on va travailler le vivant et la potentialité du vivant. Je continue le tour de France. On arrive à Toulouse, dans un quartier prioritaire de la ville. Là, vous avez un casino, pareil, avec un énorme parking dessus. Et ben, on va travailler un projet avec un fil vert, je dirais. Là, c'est avec François Leclerc. 300. Alors ça, tu connais aussi. 3, il faut que chaque habitant ait la vue sur 3 arbres. 30, c'est 30% de taux de canopée. Parce que oui, l'ombre des arbres, le taux de canopée rafraîchit. Donc 30% de taux de canopée. Donc c'est-à-dire qu'on va s'engager à planter des arbres, plus de 400 arbres. Et puis, il faut que chaque habitant habite à 300 mètres d'un parc. Vous parliez tout à l'heure des enfants qui vont se rafraîchir. Aujourd'hui, il faut absolument donner des espaces verts à proximité des bâtiments. Quelque part, vous avez un renversement de valeur. C'est-à-dire le projet immobilier, le projet de réhabilitation va aussi permettre de financer cette renaturation et cet accès à la nature dans des endroits qui étaient finalement des endroits totalement imperméabilisés. Alors, moi, ce que je retiendrai de ton point, Olivia, et merci beaucoup de nous l'illustrer de façon aussi parlante, c'est à la fois la préoccupation multiple, bien sûr, du carbone, de la baisse de l'empreinte, mais aussi de la façon de vivre derrière, dans la façon d'habiter. Et tu le mentionnais rapidement, et on ne s'est pas arrêté dessus, mais la préoccupation de l'eau. Parce qu'on parle beaucoup CO2, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tous les autres externalités, et notamment une préoccupation d'eau qui sera de plus en plus prégnante. Et on sent une véritable rupture par rapport au contexte que tu décrivais, Franck, qui était le bâti brutal, bétonné d'hier, dans la préoccupation que vous avez de verdir au maximum et peut-être même à terme d'être régénératif. Sur l'eau, est-ce qu'on dit un petit mot? Alors, j'aimerais, mais en fait, je voudrais qu'on garde... je te le repasserai la main juste après pour nous parler du neuf. Notre temps est malheureusement très sous contrainte et j'aimerais qu'on ait la matinée sur cette table ronde. Franck, je voudrais que tu nous parles un peu des sites iconiques, parce qu'on a parlé logement, on a parlé commune et politique de la ville à un niveau plus macro, on a parlé réhabilitation, même si tu n'aimes pas le terme, pardonne-moi, requalification de friches. Il y a également les sites iconiques quand on parle de travail sur l'existant. Et ton cabinet a été très actif dessus. Tu m'as parlé du parvis de Notre-Dame, tu m'as parlé d'un site iconique comme celui de Sciences Po, de la Défense. Est-ce que tu peux en prendre un? Malheureusement, on va se contraindre sur un dont tu aimerais nous parler pour voir les arbitrages que tu dois faire quand tu arrives sur un site comme celui-ci. On peut difficilement plus iconique que les abords de Notre-Dame, non? C'est parfait. Donc on va prendre Notre-Dame. Non, par rapport à en fait, pour illustrer aussi ce changement de paradigme dans lequel on évolue pour faire de l'aménagement, de l'urbanisme aujourd'hui, et Olivia a dit, en fait, on est des ingénieurs. C'est vrai que l'économie d'énergie, la décarbonation, c'est un truc un peu rationaliste, rationalo-rationaliste, et c'est un truc d'ingénieur. C'est du quantitatif, on mesure, etc. La question de l'adaptation, ça change tout, parce qu'en fait, il faut adapter à des conditions de demain
qu'on ne connaît pas vraiment. Évidemment, les rapports du GIEC nous disent un peu, enfin, nous donnent une idée du monde auquel il va falloir s'attendre, mais c'est un monde qui n'est pas totalement connu, qui est connaissable, et donc ça veut dire qu'en fait, on est dans des approches qui sont beaucoup plus prospectives, d'hypothèses, de probabilités, d'intuition, de scénarisation. C'est là où ça change complètement la donne. Et par exemple, sur les abords de Notre-Dame, on a gagné le concours donc avec Basmet, le paysagiste belge, et l'agence Grau, des urbanistes architectes français. Et en fait, on a dit, pour travailler les abords de Notre-Dame et on va dire l'habitabilité ou le confort long terme de Notre-Dame, qui est le site le plus visité, enfin des sites les plus visités dans le monde quand même, en fait, il ne faut pas aménager par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui seulement. Et donc, on a eu cette petite phrase qui était quand même pas facile parce que dans le jury, il y avait évidemment les élus, des urbanistes, des conseils, etc. Mais il y avait quand même aussi le diocèse et on leur dit, en fait, le climat de 2050 à Paris sera celui de Séville, donc au lieu du syncrétisme religieux, et en 2100, celui de Tanger. Donc là, évidemment, on commence à déplacer un peu les lignes. Et donc, en fait, il faut aménager les abords de Notre-Dame, pas juste de ce qu'on connaît aujourd'hui du climat. Et évidemment, le climat n'est pas une donnée purement indépendante, scientifique, objective, etc. Il y a un lien extrêmement fort entre climat, usage, donc histoire et culture. Et donc, il faut finalement s'inspirer des modes d'organisation des espaces publics dans des villes du Sud. Et donc, on a un peu théorisé cette notion du Sud comme horizon. C'est si on veut essayer de s'entrevoir et de se comprendre demain, et bien quelque part, il faut opérer un déplacement vers le Sud pour comprendre comment aujourd'hui on a adapté les villes par rapport à un climat plus chaud. Parce qu'en fait, finalement, notre avenir climatique existe déjà quelque part au Sud. C'est pas totalement vrai, cette question des analogues climatiques, parce que la course du soleil ne va pas changer. Et donc, en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'il va y avoir des nouveaux climats qui vont s'inventer, c'est-à-dire que les températures seront des températures qui existent déjà dans des pays plus au sud, donc c'est là où on peut trouver de l'inspiration. Par contre, la géométrie solaire, sauf catastrophes planétaires sur lesquelles certains sont en train de travailler aujourd'hui à l'échelle de la planète, mais en tout cas, la géométrie solaire ne devrait pas changer, donc en fait, on va garder le même horizon, le même azimut et l'inclinaison du soleil, mais avec des températures plus élevées, donc en fait, il va y avoir des nouveaux climats. Mais en tout cas, cette inspiration de « je vais aller voir ce qui se passe dans le sud pour voir comment on aménage les espaces publics », et là, on voit évidemment qu'il y a un travail assez différent de la façon dont on aménage les espaces publics dans des pays plus froids, où là, on va chercher plutôt l'ouverture au ciel, l'ouverture au soleil, la minéralité, etc. Et dans le sud, en fait, on va chercher un peu l'inverse. On va chercher l'autoprotection par le végétal, on va chercher la brise rafraîchissante, donc on va utiliser le vent comme un allié, on va utiliser le végétal comme un allié parce qu'il a la capacité de faire un truc incroyable. En plus de l'ombre, il fait de l'évapotranspiration, donc du rafraîchissement adiabatique. C'est gratuit et ça a un effet incroyable. C'est mieux que la pompe à chaleur, Eric, parce que c'est un climatiseur urbain naturel. Sauf s'il y a trop d'humidité. Un peu d'humidité, mais c'est pas grave, on peut un peu humidifier. Et du coup, en fait, on a dit, on va travailler à partir de ces références du Sud, ce qu'on a appelé des figures de fraîcheur, qui utilisent essentiellement la couverture végétale, qui utilisent la brise rafraîchissante. Vous savez que sur la surface d'un fleuve, il se forme une vrille d'air qui tourne comme ça sur un fleuve. Et en fait, comme il y a de l'évapotranspiration, certes, il y a un peu d'humidité, mais en tout cas, il y a une espèce de veine de vent fraîche. Et donc, on va utiliser cette veine de vent fraîche pour rafraîchir les abords de Notre-Dame. Et donc, voilà, on a appelé ça les figures de fraîcheur. Et comme à un moment, il faut arriver à convaincre que ça fonctionne pour de vrai, on a fait aussi une modélisation, une simulation en climat 2050 avec Notre-Dame telle que les abords sont constitués aujourd'hui, donc très minéralisés, sans arbres, sans ombrage, etc. Et en fait, on a montré que c'était une cata en 2050. Et du coup, il fallait imaginer faire les queues quelque part en attendant dans des bâtiments, parce que évidemment, tout à l'heure, on a parlé de 50 degrés. Vous savez que Paris s'est doté d'une stratégie Paris sous 50 degrés. Et sous 50 degrés, malheureusement, il y a plein d'endroits, parce qu'en fait, souvent, on parle de confort quand on parle d'adaptation. Mais le truc, il est quand même bien plus grave. C'est un problème de rupture d'habitabilité. En fait, on parle d'habitabilité des lieux, et des lieux, évidemment, dans les villes, mais aussi globalement sur la planète. Et donc, sous 50 degrés, il y a clairement des lieux absolument plus habitables. Et donc là, du coup, tout le travail, c'était d'arriver à retrouver la pleine terre, d'utiliser le végétal, d'utiliser cette brise rafraîchissante, d'utiliser l'ombre, donc d'utiliser finalement des alliés climatiques pour arriver à travailler sur la résilience et
finalement voir venir demain de manière assez tranquille. Donc la modélisation, elle montre, voilà, maintenant avec ces dispositifs, ces figures de fraîcheur mises en place, qu'est-ce que ça donnerait en 2050? Et après, on travaille du coup sur un différentiel entre les conséquences de ne rien faire, les bénéfices à faire, et en fait on montre finalement le potentiel de rafraîchissement apporté par le projet. On a montré ça dès le concours au jury, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a gagné. Donc voilà une façon de travailler finalement sur des logiques quelque part d'inversion. On est aujourd'hui sur des sites qui sont très minéralisés, très imperméabilisés, très peu plantés. Il faut déminéraliser, il faut désimperméabiliser, il faut réactiver le cycle de l'eau. Il faut, du coup, tout ça permet d'installer les conditions d'installation du végétal. Ensuite, utiliser les vents. Les vents, c'est quelque chose d'essentiel. On a complètement perdu l'idée de la brise dans une ville en urbanisant sans regarder d'où venaient les vents. Il faut arriver à refaire circuler le vent dans la ville, etc. Donc en fait, on est un peu sur des inversions de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça que c'est la question de l'adaptation, c'est une question de transformation, et c'est une question de transformation positive. Alors, on arrive assez vite à la fin de la table ronde. Je vais vous passer le micro, Monsieur le Ministre, mais je vais en même temps annoncer la dernière question, parce que vous allez ensuite y répondre tous très rapidement, malheureusement. On a eu plein d'exemples de tout ce qu'il fallait faire. Passer à la pompe à chaleur le plus vite possible, renaturer autant qu'on pouvait, prendre toutes les inspirations qu'on pouvait avoir des villes du Sud, utiliser de manière simple, pratique, toutes les bonnes idées des communes. Tout ça, comment est-ce qu'on peut faire? J'aimerais que vous vous exprimiez tous les uns après les autres pour me dire comment on peut faire pour aller plus vite. Parce qu'on parle de 2050, mais en fait, dès 2030, dès 2040, c'est-à-dire dans un futur très proche, on va commencer à avoir des extensions des aléas climatiques. Comment on peut faire pour aller plus vite et déployer? Quelles sont vos recommandations si demain vous étiez, vous aussi, ministre de la Ville? Mais je vous passe le micro pour commencer. Merci beaucoup. Je fais vite, mais en vrai, vu que la table ronde est géniale, on pourrait ne pas quitter la scène. Et on fait toute la matinée, et on fait une révolution. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a un enjeu de pédagogie majeur. Et tout à l'heure, on parlait des espèces végétales à adapter. Moi, j'étais maire pendant 10 ans de la commune de l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Et on s'est mis, pour ces enjeux-là, à planter des palmiers. Autant vous dire que les habitants eux-mêmes nous disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fout le maire, il se croit dans le sud, là, on n'est pas à Cannes. Pourquoi ils plantent des palmiers ?» Alors d'abord, les palmiers vivent très très bien sous nos climats aujourd'hui, mais surtout, ils résisteront demain. Et j'avais mesuré à ce moment-là à quel point il avait fallu faire la pédagogie. Et on est passé par les écoles de la ville pour que les écoles de la ville expliquent finalement à leurs parents pourquoi il y avait des palmiers dans la ville. Cette bataille de la pédagogie, elle est fondamentale, et elle nous aidera d'ailleurs à aller plus vite et répondre à votre question. Les pompes à chaleur, évidemment, mais il ne faut pas non plus être monosujet. Moi, j'ai été à la tête d'un syndicat de géothermie. Yann, tu étais venu le visiter, tu connais bien. Le plus grand réseau de géothermie d'Europe à l'époque. C'est une ressource extraordinaire, et partout où on peut faire de la géothermie, que ce soit de la géothermie profonde ou de la géothermie de surface, il serait dommage de s'en priver. Et par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on continue à innover. J'ai la chance sur ma commune d'avoir une start-up géniale qui est en train de gagner plein de prix et de lever plein de fonds, qui tout simplement va se servir de la pression qu'il y a dans les tuyaux d'eau pour générer de l'électricité. Elle s'appelle The Cube. C'est un exemple parmi des tonnes d'innovations de cette nature. Donc ne tombons pas, et là je m'adresse surtout au pouvoir public, dans le monogeste, c'est-à-dire, bon allez, maintenant la pompe à chaleur elle est géniale, il y a plein de cas où c'est la solution, on y va, mais ne nous interdisons pas d'être dans l'adaptabilité permanente et d'aller chercher la meilleure solution au plus près du terrain. On a tous vécu l'époque où les pouvoirs publics disaient « acheter diesel, c'est exactement ce qu'il faut pour sauver le planète ». Puis aujourd'hui, on s'est trompé. Donc on reste dans la meilleure solution au meilleur endroit. Dernier point avant de vous répondre, c'est pourquoi on parle de tout ça? Parce que la planète, elle change de climat, les choses vont s'adapter, ce ne sera pas la première fois dans son histoire. Mais parce que je pense qu'on partage tous l'idée que l'humain a envie de pouvoir continuer son aventure sur cette belle planète, et comme l'humain est dépendant de la biodiversité qui l'entoure, avec ce concept qui est très novateur et qui mérite encore d'être défendu d'une seule santé, qui est fondamentale, et donc il faut qu'on préserve
tout le vivant autour de nous et comprendre l'impact qu'on a sur ce vivant. Et au fond, moi, je me base sur la question de l'espérance de vie en bonne santé. C'est pour ça que je vous parlais du think tank tout à l'heure. Et la ville a un rôle immense. Et je voulais juste revenir par rapport au parc. Il y a une étude américaine qui dit que votre espérance de vie en bonne santé, elle progresse si vous avez pas loin de chez vous un parc suffisamment grand avec de la nature un peu sauvage. On est quand même en train de se rendre compte aujourd'hui que plus vous vivez près d'un parc, plus votre espérance de vie en bonne santé elle augmente. Donc c'est ces choses-là qu'il faut qu'on fasse avancer dans le débat public. J'aurais aimé qu'on parle du risque climatique et de l'assurantiel. On n'aura pas le temps, mais je pense que c'est un vrai sujet. Donc peut-être une prochaine table ronde à avoir. Et enfin, n'ayons pas peur d'accepter d'être plus pragmatique à certains moments, et c'est là que je réponds à votre question. Si on est dogmatique, on dit par exemple la décence énergétique fait que tous les logements G ils doivent être interdits le plus vite possible. Sauf que le risque, on le voit de manière pragmatique, c'est qu'il y a des familles qui, n'ayant plus la capacité, souvent des personnes âgées, n'ayant plus la capacité de louer le bien, n'auront plus la capacité de rénover le bien. Et donc au fond, notre objectif qui était de faire en sorte que les logements soient rénovés le plus vite possible, il n'est pas vraiment atteint. Et on peut avoir des logiques beaucoup plus pragmatiques, c'est ce que je pousse actuellement pour prendre que cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples, où on dit ok, votre logement G, vous n'aurez bientôt plus le droit de louer, c'est évident. Donc on vous donne la possibilité de continuer à louer, par contre vous signez noir sur blanc un contrat qui dit que sous 3 ans le logement il est rénové. C'est-à-dire que tous les loyers que vous allez continuer à percevoir, ils doivent aller au financement de la rénovation de votre bien. Là on est pragmatique, là on est, Sharian, dans une écologie positive, on avance et on a le résultat qu'on attend au bout du compte. Donc ne soyons pas dogmatiques. Pour aller vite, parfois, il faut être pragmatique. Merci pour cette très belle table ronde. Merci beaucoup. Un mot pour chacun d'entre vous, un mot à rajouter, et ensuite on devra clôturer, parce qu'effectivement, il faudra que le World Impact Summit, l'année prochaine, fasse une journée dédiée à la ville, je pense. Raphaël, un mot, une phrase de clôture pour toi. Peut-être dire qu'on ne perd jamais de temps à aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous, on le fait en France, mais on le fait aussi en Europe et un petit peu partout dans le monde. Avec Franck, on est allé s'inspirer des modèles de transformation de tours à Chicago, qui est un sujet. À la Défense, on a des tours qui sont obsolètes et qu'on doit transformer. Et puis peut-être le deuxième mot, c'est de dire qu'on gagnerait à investir beaucoup plus sur les espaces publics, y compris quand on est un acteur privé, pour faire en sorte que ce soit des lieux qui soient plus vivables pour tous. C'est aussi un espace gratuit et ça fait du bien des espaces gratuits dans les villes, là où la commercialisation finalement rend privé un certain nombre d'espaces sur le bien qui nous est le plus commun. Merci beaucoup Raphaël. Juste un mot, oui, la décarbonation c'est très important, ça c'est clair, on le sait tous, dans la transition écologique on doit passer par là, c'est évident. Un mot très important aussi, la géothermie c'est essentiel, et moi je dirais, quand j'entends géothermie, je prends hybridation, parce que les eaux qu'on récupère à 60 degrés, à 2 km de distance, eh bien, grâce à des systèmes de pompe à chaleur, on peut les monter à 90 degrés et donc alimenter des bâtiments. Donc oui, le mot-clé, c'est l'hybridation, la coopération, et puis la vision globale, parce que, désolé monsieur le ministre, mais on a un petit peu souffert. Tout l'écosystème que je représente a un petit peu souffert. Nos distributeurs, nos installateurs ont souffert de un coup la prime rénov', un coup pas la prime rénov', un coup comme ci, un coup comme ça, un coup peut-être, jusqu'à nos concitoyens. Donc cette vision, cette direction, elle est aussi importante à donner pour aller sereinement et positivement vers l'avenir. Et je vous promets, la prochaine fois, je vous raconterai toute l'histoire de Mitsubishi électrique à partir de 1870. Donc je garde la continuité des législations. Olivia ? Allez, 2 mots. Simplification, parce que je vous en ai à Cagnes-sur-Mer, la première pierre de ce projet immobilier, on l'a posée 10 ans après qu'il ait commencé. Donc c'est pour vous dire que les procédures administratives de mandat, voilà, c'était compliqué. Aujourd'hui, 50 à 70% des espaces d'une ville sont d'ordre privé. Il faut que les acteurs privés contribuent et donc essayons de simplifier la vie de ceux qui essayent de régénérer la ville. Et simplification, j'ai entendu une promesse là-dessus dans le discours d'entrée de Monsieur le Ministre. Absolument, Donc, tu seras bientôt entendu. Et puis compétences. Franck, tu as bien dit qu'on était passé de l'énergie à la décarbonation et on parle de vivant. Entourons-nous d'hydrologues, de pédologues. Qui sait dans la salle ce qu'est un pédologue ? Spécialiste du sol et non pas des pieds. Voilà, spécialiste du sol, puisque le sol a une autre fonction aujourd'hui dans nos projets immobiliers. Donc des compétences dans nos entreprises aussi. Interdisciplinarité, je retiens également. Franck, le mot de la fin ? On est à plus 5 minutes 33.
Ouais, c'est terminé. Non, mais du coup, un mot très important, et je pense, enfin, c'est plus qu'un mot, pardon, je suis désolé, mais c'est parce que, en fait, on a dit quand même, les questions d'adaptation, c'est pas juste un truc rigolo pour se faire plaisir. On a parlé, en fait, d'enjeux d'habitabilité, et c'est réellement une problématique de santé publique, de sûreté même nationale, et donc il faut réellement une loi hyper ambitieuse d'adaptation. Peut-être d'ailleurs mon ami François Gemène qui est arrivé pourra dire que les questions d'adaptation, elles devraient même passer au ministère de l'Intérieur, tellement c'est un enjeu national et de santé, de sûreté et de santé publique. Donc en fait, il faut une loi hyper ambitieuse. Par contre, l'adaptation, peut-être encore plus que la décarbonation, ça se joue sur les territoires. Donc ce sont les collectivités qui sont les leviers finalement de l'adaptation, parce que qu'est-ce qu'on adapte ? On adapte des territoires, on adapte des bâtiments pour finalement préserver les conditions d'habitabilité pour les citoyens. Donc en plus de cette loi, il faut quand même donner les moyens aux collectivités de faire, parce que ça ne va pas se faire par le haut, c'est évident que ça va se faire au niveau des territoires. Donc donner les moyens aux collectivités, mais vraiment avec une vraie loi, on a quand même un plan national d'adaptation au changement climatique, on a une track. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens en face, donc il faut mettre du fric quand même, hein, monsieur le ministre, pour que ça se fasse pour de vrai. Merci Franck, merci, et ça sera le mot de la fin sur cette table, un appel à la législation. Merci. Merci beaucoup à vous tous, c'était hyper éclairant, et l'année prochaine sur une journée. Hein.